Je reste sur une slide Fatou parce que je vais m'en servir dans ma courte présentation. Voilà. Et j'appelle Fatou parce qu'on a travaillé ensemble quand j'étais aux Nations Unies, donc on se tutoie. Le guide, donc, vous en avez vu, j'imagine, les piles d'exemplaires à l'entrée, produits par le ministère des Armées françaises, Direction générale des relations internationales et de la stratégie, avec le concours de l'OIF et plusieurs rédacteurs différents, puisque c'est une œuvre collective. On avait l'école de maintien de la paix de Bamako, dont le directeur est ici, y a participé, une société qui s'appelle Thémis française, dont le général Baillot est le représentant ici, OMP Solutions, dont que le général Trinquant représente, qui a participé, moi-même aussi, et je crois la mission française à New York qui a au minimum fait une relecture finale, si je suis bien informé. Et tout ça, donc sous la direction de la DGRIS, je crois qu'on a Arthur Cavanetos qui est là, qui peut être chef de projet, je pense. Voilà. Donc c'est une œuvre collective. Alors, quelle est la caractéristique de ce guide, ou quelles sont les caractéristiques de ce guide? Et vous pouvez vous demander, qu'est-ce qu'il a de mieux que les autres qui présentent la même chose? Et bien, ce qu'il a de mieux que les autres qui présentent la même chose, c'est qu'il n'y en a pas d'autres. Voilà, c'est le seul. Donc, en français, et dans la façon de présenter les choses, il n'y en existe pas d'autres. Il y a un certain nombre de publications en langue anglaise. Les Allemands ont publié un espèce de vademecum du maintien de la paix, mais c'est maintien de la paix au sens large. La partie génération de force et tout ce qui tourne autour est traité assez brièvement. Le Bureau des affaires militaires est en train de préparer, espère publier cette année, un manuel de la génération de force. Mais d'abord, ça sera en anglais, et je ne sais pas s'il sera jamais traduit un jour. Deuxièmement, c'est un manuel de la génération de force. C'est le point de vue de l'ONU. C'est une procédure. C'est un peu ce que Fatou vient de nous présenter ici, et ce que vous avez ici. Je me sers lâchement d'une de ces vues. Ce sont des procédures ONU, et c'est le point de vue de l'ONU. Le guide pratique vise à être pratique et à voir les choses du point de vue des pays contributeurs, à expliquer les choses, bien sûr en tenant compte de la procédure et des règlements de l'ONU, évidemment, mais du point de vue du pays contributeur, en essayant d'identifier, parce que les rédacteurs, chacun à leur niveau, ont l'expérience d'avoir aidé l'un ou l'autre des pays contributeurs, ou d'avoir participé à des actions de génération de force, donc en essayant d'identifier les écueils qui se présentent pour les pays contributeurs, notamment les moins expérimentés, et c'est souvent le cas des pays francophones, et de donner des solutions, ou de faire des recommandations, ou de donner des indications pour contourner ces écueils ou vaincre ces problèmes. Donc ça c'est une grosse différence. C'est une grosse différence. Fatou a monté, j'ai essayé de retrouver la vue sur le MOU, peu importe, le mémorandum d'accord donc, qui gère les modalités des remboursements payés par l'ONU aux États membres. Quand l'ONU va vous faire un cours, l'ONU va vous dire que le MOU est un arrangement financier, il y a des annexes, il y a le corps de MOU, il y a des annexes A, B, C jusqu'à H, etc. Et le contenu des annexes, c'est ça. Et vous venez le négocier à New York, point final. C'est très bien. Ce que le guide essaye de faire sur le plan du MOU, c'est non seulement d'expliquer ça en français et en langage clair, pas en jargon administratif ONU, mais aussi de dire comment est-ce que vous allez préparer la négociation de ce MOU. L'annexe A, les effectifs, vous, pays contributeurs, votre état-major, l'équipe de planification, peu importe comment vous êtes organisé, comment est-ce que vous préparez correctement les discussions, je n'aime pas trop dire négociation parce que ça fait un peu marchand de tapis, mais bon, c'est le terme consacré. Comment est-ce que vous préparez correctement les discussions que vous allez avoir avec les collègues de Fatou et du Bureau des affaires militaires ou de la division police, etc., lorsque vous négociez
un mémorandum d'accord, vous allez négocier un mémorandum d'accord avec l'ONU pour la fourniture d'unités. Pareil pour l'annexe B pour les matériels majeurs, pareil pour l'annexe E. Et ça, dans les cours de l'ONU, dans les séminaires, etc., l'ONU ne vous en parlera jamais. Parce que l'ONU se place du point de vue de ses propres procédures, ce qui est tout à fait logique, ce n'est pas un reproche, mais pas du point de vue du pays contributeur. Autre chose que le guide aborde, c'est le financement. Comment, lorsqu'on envisage la fourniture, ou la contribution plus exactement, d'une unité, comment on choisit le type de contribution, quelle est la bonne méthode pour choisir un type de contribution adapté qui va satisfaire aux besoins de l'ONU, en fonction de vos propres ressources, en fonction des propres ressources et des capacités du pays contributeur, et aussi parce que tout est affaire d'argent, comment est-ce qu'on va envisager le financement et la viabilité de l'unité dans la durée, compte tenu des systèmes que Fatou a évoqués avant, de système de remboursement, puisque l'ONU fonctionne avec un système de remboursement des États membres. Et ça, c'est aussi quelque chose qui n'existe pas ailleurs, et même pas en langue anglaise à ma connaissance. Comment conseiller, monter le volet économique de la contribution d'une unité et faire en sorte que la contribution de cette unité soit viable dans la durée. Et c'est quelque chose, encore une fois, qui n'est pas abordé par les Nations Unies habituellement. Le guide a été rédigé et commencé à être rédigé par les différents rédacteurs en 2018, à l'été 2018. Il y a eu, et on en a parlé avant, il y a eu une très importante réforme du secrétariat voulue par le secrétaire général, pilier paix et sécurité et pilier gestion, qui ont changé beaucoup de choses, et notamment dans les dénominations de certains services et les acronymes. Donc le guide tient compte de cette réorganisation, et là, vous êtes peut-être probablement au courant, elle a pris effet au 1er janvier 2019. Les divers responsables de l'ONU sont d'accord pour dire que, notamment en matière de gestion, elle continuera à se mettre en place tout au long de 2019. Néanmoins, tous les efforts ont été faits par les différents rédacteurs et pour la relecture, durant la relecture, pour que le guide soit à jour et conforme et corresponde à la réorganisation qui était démarrée. Ça inclut ce que Fatou nous a décrit sur l'unité qui s'appelle en anglais UCSD, Uniform Capabilities Support Division, la division de l'appui aux capacités en uniforme, ce qui est très laid en français, mais enfin c'est la traduction officielle, tant pis. Ça tient lieu de tous ces services ou ces divisions ou ces sections qui ont été créées soit ex nihilo, soit par rassemblement de fonctions d'un certain nombre de services déjà existants, et tout ça en tient lieu. Donc c'est à jour, à part peut-être quelques détails qui se dévoileront en 2019 dans le courant de l'année. Il y a aussi les dernières évolutions réglementaires, que ce soit en matière d'exploitation et d'abus sexuels, de gestion de la performance des unités, militaires ou de police d'ailleurs, différentes obligations qui se présentent maintenant ou qui s'imposent maintenant aux unités qui se déploient en matière de respect de l'environnement, en matière d'enquête, de déploiement d'officiers enquêteurs qui puissent enquêter directement et commencer directement à enquêter en cas de problème sur le terrain, notamment de problèmes disciplinaires graves. Donc des choses comme ça qui sont récentes, le guide en tient compte. Donc au moins à la date du 1er janvier, à la date de publication, disons janvier-février, le guide est à jour de la législation ou des textes directeurs de l'ONU. J'ai mentionné la police, j'aurais dû mentionner ça aussi. Ça fonctionne, enfin, le guide tient compte aussi bien des unités militaires, même si c'est la majorité des contributions, que des unités de police. Donc il aborde aussi les problèmes des unités de police,
80% des procédures sont communes et les unités de police constituées ont des caractéristiques spécifiques, notamment en termes de vérification des capacités, de contrôle, et ça c'est abordé dans le guide aussi. Il y a énormément de références. Tous ceux qui ont traité de contribution et de génération de force savent que l'ONU c'est une jungle de textes, qu'il s'agisse de procédures opérationnelles permanentes, de procédures standards, de règlements, de manuels, de remises à jour, de directives du secrétaire général, de directives des différents secrétaires généraux adjoints, etc., etc., etc. Donc, il y a un gros effort dans le guide de référence au prix de pas mal de notes de bas de page pour que dans le texte, lorsqu'on cite un texte, il y ait la référence et aussi la référence du texte et le moyen d'y accéder. La plupart sont disponibles en ligne, encore faut-il savoir où les chercher. Mentionnés lorsqu'ils existent en français. Et il y a aussi des annexes qui référencent les documents de doctrine. Il n'y a pas moins de 5 pages de documents de doctrine, je vérifie encore avant de prendre la parole. Et un référentiel de formation également, puisque la formation avant déploiement, dans tous ses aspects, pas seulement la formation militaire stricte, mais aussi conduite, prise en compte de la mission, etc., a une importance, prend de plus en plus d'importance dans le cadre de l'amélioration de la performance des unités. Tout cela est référencé de façon à ce que, encore une fois, les états-majors qui ne sont peut-être pas tous très expérimentés en la matière aient des références précises et sachent où s'adresser pour récupérer les textes de base. Dans le même esprit de faire son chemin dans la jungle onusienne, si je peux me permettre, il y a aussi un glossaire des acronymes, puisque l'ONU c'est le pays des acronymes, comme beaucoup de nos organisations militaires nationales, et en plus compliqué du fait que la plupart des acronymes sont en anglais, et ensuite ils existent ou n'existent pas en français, et il y a des explications, il y a des traductions. Donc vous avez dans une des annexes, enfin dans 2 annexes du guide, un glossaire des acronymes ONU, pardon, une partie français-anglais, une partie anglais-français, de façon, là encore, à être très pratique et à faciliter la navigation dans le guide.